le football, c'est quand même 50% des footballeurs professionnels qui terminent ruinés 5 ans après avoir arrêté leur carrière sportive. Je me permets de revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, le régime des impatriés. Ou des avantages fiscaux qui sont mis en place par l'État pour favoriser les clubs français sur le marché européen ou même international. Comment il peut planifier sa retraite, le footballeur professionnel? Entre la fin de carrière et la retraite légale, il y a un boulevard. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Café au verre d'eau. Un épisode un peu spécial par rapport au premier, puisqu'on interviewe un expert de la gestion de patrimoine et plus spécialement de la gestion de patrimoine des sportifs. Anto, je suis avec Anthony. Salut à tous. Et je suis également avec Jason, notre invité. Bonjour à tous. Donc on a une problématique aujourd'hui, Anthony, je te laisse peut-être la poser pour la présenter. Effectivement, aujourd'hui cet épisode il va tourner autour de la gestion de patrimoine des sportifs et la problématique qu'on a c'est comment accompagner les footballeurs professionnels dans la gestion de leur patrimoine. Avant toute chose, je vais vous expliquer pourquoi on a invité Jason. Donc Jason était avec moi en master et c'était un réel passionné de la gestion de patrimoine et également de la gestion de patrimoine des sportifs professionnels. Et donc c'est pour ça que j'ai dit à Anto direct, il faut inviter Jason. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui avec nous. Il est là aujourd'hui avec nous et la première question qu'on va lui poser avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est café ou verre d'eau, Jason? Alors merci pour l'accueil déjà dans un premier temps et pour moi ce sera un verre d'eau s'il vous plaît. D'accord. Jason, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ton parcours, pourquoi tu fais de la gestion de patrimoine actuellement et pourquoi tu t'es spécialisé dans la gestion de patrimoine des sportifs professionnels? Bien sûr. Donc moi je m'appelle Jason Malonga, j'ai 29 ans. Donc j'ai été joueur de foot et puis éducateur pendant un certain nombre d'années. Parallèlement à ça, j'avais plusieurs expériences, notamment en tant qu'assistant d'éducation. J'ai fait dans les collèges et dans les lycées également. Et puis j'avais aussi une expérience commerciale que j'ai pu avoir au sein de Darty, Nespresso aussi. Donc j'ai toujours été un petit peu avec les jeunes, dans la pédagogie, dans l'apprentissage, et puis en parallèle avec des expériences commerciales. Et en fait, au fil du temps, je voulais faire autre chose, mais tout en restant, si vous voulez, en gardant un lien avec ma passion, quoi. En fait, je cherchais un moyen de comment transformer ma passion pour en faire un métier. Et donc c'est de là que je me suis renseigné un petit peu sur les différentes possibilités. Et puis c'est là que j'ai découvert du coup la gestion de patrimoine. Alors je savais pas du tout ce que c'était. Donc j'ai cherché un petit peu en fait à me renseigner. J'avais quelques connaissances qui étaient dans le foot, donc qui étaient footballeurs professionnels, puis d'autres qui travaillaient dans le foot. Donc j'ai interrogé un petit peu, savoir un peu comment ça se passe, la gestion de patrimoine à ce niveau-là dans le football. Et c'est de là que en fait j'ai pris conscience que en fait il y avait un réel besoin finalement, parce que les sportifs sont peu accompagnés, voire pas du tout accompagnés pour certains. Et je me suis dit que ça peut être intéressant parce qu'il y a une certaine pédagogie à avoir, un certain apprentissage à donner. Plus il y avait aussi le côté commercial et moi j'avais une expérience commerciale aussi. Donc en fait j'ai fait un mix de ma passion et de mon expérience. J'ai mixé les deux et puis je me suis dit c'est là peut-être que je devrais reprendre mes études parce que j'avais fait une pause dans mes études justement parce que je savais pas encore vraiment ce que je voulais faire. Okay. Et donc j'ai repris le master là où on s'est retrouvé du coup au MBA ESG sur les 2 ans pour pouvoir travailler dedans quoi. Ok, très bien. Merci pour cette présentation Jason. Donc aujourd'hui effectivement comme je l'ai rappelé tout à l'heure on fait un focus sur la gestion de patrimoine des sportifs. On va principalement axer l'interview sur la gestion de patrimoine des footballeurs professionnels. Exactement. Et la première question qu'on va te poser Jason par rapport à cette thématique là c'est pour toi quelle est la première étape pour accompagner les footballeurs professionnels dans la gestion de patrimoine, de leur patrimoine justement? Alors pour moi la première étape déjà ça va être à l'écoute, c'est-à-dire de comprendre le sportif, savoir d'où il vient. Okay. Et j'insiste sur cette notion-là. Quand tu dis d'où il vient, Jason, excuse-moi, tu veux parler des origines sociales, c'est ça? Peut-être dans un contexte social et économique, également lié au footballeur et lié à son passé? Alors ça va être un tout, ça va rentrer dedans effectivement, mais pas que, ça va être un tout. Faut savoir que en 2018, il y a une étude qui a été donnée par le ministère de la Jeunesse et des Sports où 43% des pratiquants du football, leurs parents étaient dans la catégorie socio-professionnelle des ouvriers. Comparé au tennis par exemple, où on va être à 27%. Donc il y a quand même déjà un écart important. Et en fait, ce qui est important, c'est déjà de savoir est-ce que la gestion de patrimoine, c'est un domaine qui va être familier aux joueurs ou au contraire un domaine qui va être étranger aux joueurs pour pouvoir derrière apporter une certaine pédagogie. La pédagogie ne sera pas la même en fonction des uns et des autres. Donc je pense que le premier point déjà, c'est d'être à l'écoute du joueur, bien le comprendre,
pour pouvoir derrière, en fonction de ça, apporter la bonne pédagogie, quoi. Exactement, je peux revenir sur ton exemple. Bien sûr. Entre le tennis et le football, d'où vient ce gap, selon toi, des 43% et des 27%? Alors, j'ai fait du foot, Ouais. je sais que la licence de football était environ à 80, 100 euros l'année, et le tennis, de 300 mémoire, c'est plutôt. 300, entre Ouais. 300 et 400. Est-ce que déjà, c'est un coût, le fait que le coût soit moins cher pour le foot et qu'on ait accès facilement à des terrains de foot pour faire un five dehors ou autre? Je crois que là, tu as répondu quasiment à la place de Jason, presque à la question. Non, mais c'est intéressant et c'est une très très bonne question. Il faut savoir que le foot, c'est un sport populaire. Dans le football, alors il y a énormément de personnes qui viennent de milieux populaires, qui viennent de banlieues. Donc on va être sur des classes sociales, alors attention, pas pour tout le monde, mais modestes, voire très modestes. Et donc, c'est effectivement, le coût d'une licence pour aller faire du football, à l'époque, c'est beaucoup moins cher que, par exemple, pour aller s'inscrire au tennis. Donc, forcément, naturellement, il y a beaucoup plus de personnes qui ont moins de moyens qui vont aller sur du football, quoi. Donc, cet écart peut aussi s'expliquer là-dessus. Et puis après, voilà, on a le phénomène 98, avec, au fil du temps, il y a eu de plus en plus de personnes qui ont fait du foot. Le football, c'est quand même la discipline sportive qui a le plus de licenciés en France. En France et au monde, même. En France et au monde, donc la différence vient un petit peu de là. Et j'insistais tout à l'heure sur la notion de d'où viennent les joueurs. C'est qu'aujourd'hui, pour faire un rappel de statistiques par exemple, dans le football, c'est quand même 50% des footballeurs professionnels qui terminent ruinés 5 ans après avoir arrêté leur carrière sportive. Okay. Donc c'est quand même un chiffre qui peut paraître affolant. Donc voilà. Ok, c'est un chiffre qu'il faut bien avoir en tête et effectivement, on voit bien que des fois on peut idéaliser entre guillemets la carrière du footballeur professionnel en disant ils sont payés à courir après un ballon ou quoi que ce soit. Certes, peut-être que tu as des chiffres là-dessus, mais les niveaux de revenus sont certainement plus élevés que le niveau de revenu moyen de la population française. Mais derrière, si c'est mal géré ou pas optimisé, comme tu l'as dit, 5 ans après, c'est un chiffre qui est assez parlant. Qui sont 5 ans après la fin de l'activité, tu finis ruiné en tant que... Enfin, c'est une moyenne du moins. Ça veut dire ce que ça veut dire, ces stats, c'est que ces personnes-là n'investissent pas forcément leur argent, donc n'investissent pas dans des biens immobiliers ou sur du financier, n'investissent pas sur un plan d'épargne action, sur un compte titre. Et donc, ces personnes-là préfèrent dépenser parce que justement, peut-être qu'ils viennent d'une classe sociale de base où il n'y a pas cette culture financière. Exactement, ouais, c'est ça. Donc, du coup, ils ont de l'argent. Je pense aux Brésiliens, la culture brésilienne, notamment à des joueurs comme Ronaldinho, qui ont fait la fête pendant leur carrière et qui ont claqué beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, je suis pas sûr que ces personnes-là aient une grosse fortune. Ouais, alors lui, c'est peut-être l'exception, peut-être qu'il confirme la règle, et encore, je ne sais pas, mais peut-être que le joueur moyen, comme il n'a pas cette visibilité, derrière c'est plus compliqué effectivement. Ouais. Après pour rebondir par rapport à ces chiffres-là, pour avoir étudié un petit peu le sujet lors de notre mémoire avec ma binôme d'ailleurs qui s'appelle Kenza, qui m'a quitté dans notre promo, qui avait fait le mémoire avec nous, que je salue chaleureusement si elle nous regarde. Je la salue également, salut Kenza. Moi aussi. Au niveau des raisons, alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ces chiffres-là. Déjà, c'est un non-accompagnement en gestion financière, ils ne sont pas tous accompagnés, loin de là. Tu l'as dit tout à l'heure, un comportement un peu dépensier, où souvent la notion d'actif et de passif est un peu confondue. La prise de conscience tardive de l'importance de l'après-carrière. Alors c'est vrai qu'il y en a qui entendent il faut investir, mais oui, mais pourquoi ? Peut-être qu'il n'y a pas eu cette pédagogie-là à ce niveau-là. Les conflits familiaux qui peuvent apporter des procédures de divorce, par exemple, c'est un sacré coup pour le sportif, quand on peut regarder en fonction du régime matrimonial, qu'est-ce qu'il faut partager avec l'ex-épouse, si on ajoute derrière les prestations compensatoires, les éventuelles pensions alimentaires quand il y a des enfants, c'est des choses qui peuvent être très coûteuses. Et puis enfin les arnaques, c'est des choses qui arrivent aussi malheureusement. Ok. Donc, on va y revenir peut-être plus en détail. David, la question suivante, il me semble qu'elle porte sur les défis financiers. Du joueur de foot professionnel. Jason, quels sont selon toi les défis financiers les plus courants ? Donc, dans cette question, j'entends par là de parler des revenus variables, parce qu'on sait que forcément, le footballeur n'a pas une carrière fixe, il ne va pas forcément rester tout le temps dans le même club. Et également, on sait que au niveau des médias, c'est forcément si tu fais des publicités avec Adidas, Nike, Puma, il y aura peut-être de l'argent en plus. Différentes primes, les sélections aussi, forcément si tu es un joueur international tu vas gagner un petit peu plus, donc est-ce que tu peux nous expliquer ça et également peut-être nous parler des acteurs, pourquoi pas, ou tu pourras y revenir plus tard. Bien sûr, les défis financiers c'est quoi ? C'est déjà que la carrière du footballeur elle est courte pour plusieurs raisons.
Déjà, par nature, elle est courte parce que le football, en tout cas au niveau professionnel, c'est un sport intense. Donc il y a une certaine charge physique, psychologique qui est importante. Donc le joueur, même si tout va bien, même dans le meilleur des mondes, arrivé à un certain âge, sa carrière devra s'arrêter. En moyenne, un joueur, il signe professionnel à peu près à 17-18 ans, bon 16 ans pour les plus précoces, arrivé jusqu'à à peu près 35-36 ans pour ceux qui ont les plus longues carrières. Donc ça nous fait à peu près 15, 16, 17 ans de carrière. À ce niveau-là, vers cet âge-là, le joueur, en principe, il arrête sa carrière. Donc on a un sport intense, on a aussi les blessures, les multiples blessures qui peuvent entraîner malheureusement l'arrêt de la carrière. Également les affaires judiciaires, ça arrive. Alors il y en a moins, mais ça arrive. Malheureusement, ceux qui sont rattrapés sur des faits divers et qui peuvent mettre un terme à leur carrière. Et puis enfin aussi des choix personnels. Il y en a qui par choix personnel, que ce soit pour des motivations, que ce soit d'ordre religieux ou autre, décident d'arrêter leur carrière. Donc ça déjà, c'est déjà un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que les revenus sont variables. Comme tu l'as dit, c'est volatile. Il faut savoir que les joueurs n'ont pas de CDI. On est uniquement sur des CDD allant de 1 à 5 ans. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, les contrats vont dépendre de la performance sportive. Plus le joueur va avoir une performance sportive intéressante, plus le contrat sera onéreux. Et vice-versa dans l'autre sens. Et c'est la même chose, tout à l'heure tu parlais des médias, donc pour les revenus de droit à l'image, effectivement il y a certains joueurs qui ont la possibilité d'avoir des revenus de droit à l'image par des marques, ça aussi ça va dépendre de la performance sportive. Donc il y a vraiment une volatilité des revenus et une carrière qui est courte, quoi qu'il arrive. Alors après, est-ce qu'on est sur du 5-7 ans ou est-ce qu'on est sur du 10-15 ans, ça va dépendre du joueur. Et donc le défi finalement, ça va être de se constituer un patrimoine sur un laps de temps, un temps qui va être très court. Du coup, déjà, je me permets de rebondir par rapport aux médias. Qu'est-ce qui peut faire qu'un joueur, par exemple, ait un contrat par Nike, Adidas? On est d'accord que ça va être son niveau. Forcément, si le joueur est talentueux, il y aura des grosses écuries comme Nike, Adidas, Puma qui vont venir faire des partenariats avec ce type de joueur. C'est ça va être la performance du joueur. Le potentiel du joueur aussi, quand c'est des jeunes joueurs qui sont encore en centre de formation par exemple, mais qui a un gros potentiel, ou en tout cas que voilà, les clubs ont détecté un gros potentiel et les marques aussi, et ben là effectivement le joueur peut recevoir des propositions par des marques pour pouvoir avoir du sponsoring par exemple, effectivement, ça va être ça, ouais. Il y a aussi je pense des joueurs qui sont plus bankable que d'autres. Je sais pas si on peut en citer quelques-uns, mais des joueurs un peu bling bling, on va dire par exemple Paul Pogba, qui est peut-être plus facilement monétisable et qui a en fait une image, une certaine comment dirais-je, visibilité, et les marques ont peut-être plus envie de travailler avec des joueurs comme ça, on va dire, dont l'image de marque est plutôt bonne. Enfin, peut-être pas en ce moment du coup. Pas en ce moment, effectivement, dans le passé, dans la Coupe du Monde 2018, dans le sens où il est, on va dire, bon public, c'est quelqu'un de fun, etc. Et donc ça attire peut-être plus les marques, ce type de profil. Ah oui, clairement, oui. Bah, forcément, en plus, si on revient à la Coupe du Monde 2018, champion du monde, les DAB, etc. Ne serait-ce que c'est des à la mode, joueur à la mode, effectivement, voilà. Qui va suivre les rappeurs, et donc forcément, en France, il aura une grande visibilité. Ouais. Exactement. Bien sûr, tout à fait. À la fois le potentiel, la performance, mais aussi comme tu l'as bien dit. La notoriété, on va dire. Pour reprendre l'exemple de Paul Pogba, où c'est vrai qu'il a un petit peu, il a son style à lui, quoi. Voilà, les coupes de cheveux, les teintures, machin. C'est un personnage charismatique, allié à ses performances sportives. Bon, bah là, effectivement, ça intéresse plus, quoi. Bien sûr. Okay. Est-ce qu'on rentre un peu plus dans l'aspect gestion de patrimoine et notamment fiscalité? D'accord. Pour toi, Jason, comment faudrait-il gérer la fiscalité des sportifs professionnels, en particulier ceux qui travaillent à l'international? Ok. Alors dans un premier temps, si vous me le permettez, bien sûr, commençons par les sportifs qui évoluent en France. Okay, donc français évoluant en France. Ils ont différentes sources de revenus. Alors pas tous, comme on l'a vu, il y en a ça va être uniquement des salaires, d'autres ça va être des salaires et des revenus d'image. Donc en fonction de la nature de leurs revenus, on va pouvoir faire de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire faire un usage avisé de la réglementation pour optimiser leur impôt. Alors il y a des textes bien spécifiques pour la catégorie des sportifs qui permettent d'optimiser fiscalement sur un certain nombre de points, et puis sur d'autres qui perçoivent aussi par exemple des revenus d'image. Alors après la question se posera de l'utilité ou non de créer des sociétés par exemple. Ça aussi c'est des éléments, des solutions qui sont pertinentes. Quand tu dis créer des sociétés, excuse-moi, des holdings par exemple, tu veux parler de ce genre de choses ou pas forcément des SCI peut-être? Non, pas forcément des holdings, mais alors la holding c'est quelque chose qu'on pourra voir après plus tard dans le développement, mais tout simplement une société d'image, une société pour pouvoir loger les revenus d'image par exemple. Okay, très bien, dans certains cas c'est plus intéressant de créer ces sociétés-là. D'avoir une fiscalité professionnelle à la base
pour ensuite peut-être percevoir des dividendes. Exactement, ça. voilà, Ok. dans l'esprit c'est ça, exactement. Et puis après, derrière, une fois qu'on a fait un premier point sur l'optimisation fiscale, bon après ça va être de la défiscalisation selon les règles de droit commun que vous connaissez, que ce soit par les biens immobiliers du type déficit foncier par exemple, voilà, sur des produits financiers comme le PER par exemple, alors après au cas par cas bien sûr, mais voilà, il y a déjà ce premier panel-là. Après on a également aussi les joueurs étrangers qui arrivent en France. Donc, il y a dans le football, il y a énormément de flux. Hein. Bien Donc, sûr. il y a des personnes qui n'ont jamais été en France, par exemple, et qui viennent en France spécialement pour pouvoir jouer, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, où là, la question se posera de, oui ou non, de mettre en place, par exemple, le régime des impatriés, ce qui leur permet d'avoir un certain nombre d'avantages fiscaux. Ça D'accord. aussi, c'est intéressant. Et puis, dans un dernier point, du coup, pour revenir à la question, les joueurs français qui partent jouer à l'étranger. Alors là, le réflexe, ça va être de regarder déjà un petit peu s'il y a une convention bilatérale entre la France et le en pays question. dans lequel où le joueur va. Pourquoi ? Ça va nous permettre de comprendre comment sont fiscalisés ces revenus, que ce soit ces revenus d'activité professionnelle ou bien ces revenus du patrimoine. Et puis, en fonction de ça, derrière, on va pouvoir optimiser fiscalement, quoi. On rappelle d'ailleurs ce que c'est une convention, pourquoi elles ont été créées. Une convention, elle a été créée pour éviter la double imposition. Donc par exemple, un joueur qui va jouer en Espagne, par exemple, le but c'est pas qu'il soit fiscalisé à la fois en France et en Espagne, mais qu'il soit fiscalisé uniquement sur un des pays. Par contre, il peut y avoir des différences. Par exemple, les revenus peuvent être fiscalisés uniquement en France, mais par exemple, s'il fait des donations, je dis n'importe quoi, ça peut être des donations avec la fiscalité espagnole. Après, bien entendu, je ne connais pas par cœur la convention entre les deux, mais c'est un exemple, c'est possible dans l'idée. Exactement. C'est le but. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, les joueurs partent. Et donc, quand sur certains joueurs, on sait qu'ils partent pour leur carrière, mais qu'à terme, ils vont revenir en France, et ça a tout un intérêt de faire des investissements justement en France, parce qu'ils vont pouvoir se constituer du patrimoine dans un cadre fiscal finalement qui va être avantageux parce que ça va être peu, voire pas du tout fiscalisé selon les régimes fiscaux qu'on mettra en place. Donc ça a tout son sens du coup. Dernière petite précision que je me permets d'ajouter si vous êtes d'accord, bien évidemment David Anto, c'est au niveau de l'optimisation juridique parce que effectivement les joueurs sont amenés à se déplacer et donc il y a de plus en plus de mariages mixtes, c'est-à-dire de mariage avec une personne d'une nationalité différente. Et donc à ce moment-là, il y a aussi un conseil juridique à apporter sur le joueur, sur le régime matrimonial justement à mettre en place. Parce que c'est pas la même chose sur un régime matrimonial qu'on peut avoir en France et à l'étranger par exemple. Par exemple, au Royaume-Uni, si je dis pas de bêtises, si on se marie dans ce pays, on est d'office en séparation de biens. Tandis qu'en France, on va être sur la communauté réduite aux acquis. Si je ne me trompe pas, au Royaume-Uni, c'est comme ça, hein, si je ne dis pas de bêtises, messieurs. Et dans d'autres pays, d'ailleurs, je crois que c'est en Chine ou en Inde, c'est le cas également. C'est-à-dire qu'on va être directement... En France, on a beaucoup de régimes matrimoniaux. Il y en a, il me semble, 4 ou 5, 4 je crois, 4 grands régimes. On va dire 3 souvent utilisés, puis un 4e, séparation de biens, communauté réduite aux acquis, communauté universelle, et ensuite participation aux acquis. Oui. Mais celui-ci est moins utilisé. Pourtant très patrimonial pour le coup, qui peut être très intéressant. Mais dans les autres pays, je suis pas certain, j'ai pas de chiffre à l'appui, mais qu'il y ait autant de régimes fiscal en termes de régime matrimonial. Ouais. Je sais pas, peut-être toi, Jason, est-ce que à ce niveau-là, tu as plus d'infos ou... Bien sûr, après, chaque pays a ses règles, mais pour donner un exemple, par exemple, en Allemagne, eux, leur régime, on va dire, leur régime légal à eux, c'est le régime de la participation aux acquis. D'accord. Là où nous, par exemple, en France, ça va être le régime de la communauté réduite aux acquis. Donc après, chaque pays a ses règles, ses régimes matrimoniaux, mais l'idée justement, lors des mariages mixtes, en fait, c'est d'opter pour un contrat de mariage, ce qu'on appelle un contrat transnational, où en fait, on va pouvoir décider, alors quel régime on met en place. Je dis une bêtise, par exemple, au cours du mariage, peut-être qu'on va être sous le régime de droit français, mais par exemple, en cas de divorce ou en cas de décès, on sera sous le régime du droit anglais, par exemple. En fait, il y a un certain mixte qui est mis en place en fonction de la volonté des parties, bien sûr, avec des différents notaires, des différents avocats, pour que le contrat puisse répondre à la volonté du mari et de la femme, quoi. C'est en quelque sorte à la carte, en fait, effectivement. Exactement, on est vraiment sur du sur-mesure, quoi. Donc c'est vraiment important d'avoir en tête. C'est indispensable, lors des mariages mixtes en tout cas, surtout en plus pour un footballeur professionnel, effectivement, c'est important. Ça me permet de revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, le régime des impatriés. Donc c'est ceux qui travaillent en France, c'est ça, mais qui viennent d'un pays étranger, c'est bien ça ? C'est ça. Alors en fait, il y a certaines conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de ce régime. Et en gros, ça concerne les personnes qui, lors des 5 dernières années, n'ont pas eu leur domicile fiscal en France.
Donc quelqu'un, j'ai une bêtise, qui a vécu en Espagne toute sa vie, qui arrive en France aujourd'hui en 2024, les 5 dernières années, il n'a jamais été en France, il va pouvoir bénéficier de ce régime d'impatrié. Ça, c'est déjà la condition pour pouvoir y bénéficier. Ensuite, en quoi ça consiste? Alors, ça consiste à avoir un certain nombre d'avantages fiscaux, que ce soit par rapport à ses revenus. En fait, il y aura une fraction de sa rémunération qui sera exonérée d'impôts. Grosso modo, généralement, c'est autour de 30% de sa rémunération qui sera exonérée d'impôts. Et puis après, au niveau de, si jamais il a des revenus de son patrimoine, à l'étranger par exemple, là aussi, il va avoir un certain montant d'exonération pour pas qu'il puisse payer des impôts en France au titre des revenus de son patrimoine qu'il détient déjà ailleurs. Après, les conditions, sans rentrer dans le détail bien sûr, mais l'idée c'est qu'il reste dans son entreprise d'accueil lorsqu'il arrive. Donc un joueur qui signe au PSG par exemple, tant qu'il reste au PSG, il va pouvoir bénéficier de ce régime d'impatriation pendant 8 années civiles. Si jamais il change de club ou qu'il part ailleurs par exemple, là le régime va s'arrêter. Après il faut rentrer dans le détail, il y a plusieurs éléments, mais grosso modo c'est un peu ça quoi. Donc un joueur qui a signé au PSG, mais qui part au bout d'un an parce qu'il est prêté par le PSG, il est prêté à Lens, imaginons, c'est fini, il n'a plus ce régime d'impatrié. Alors là, on est dans le cadre du prêt. Donc là, c'est différent, faudrait regarder dans le détail. Dans le cadre d'un transfert, ça c'est sûr, il a changé d'entreprise d'accueil, donc là, à ce moment-là, il ne pourra plus bénéficier du régime d'impatrié. Par contre, dans le cadre du prêt, là, il faut quand même regarder dans le détail parce que, étant donné qu'il est prêté, il appartient quand même à son entreprise d'accueil. Donc là, je t'avouerai que c'est une petite précision à garder. Ok, ça marche. Je me permets, on s'écarte un peu de la trame, mais je viens de penser quelque chose d'intéressant. En termes de fiscalité, on sait que la fiscalité en France, elle est très pénalisante. Et aujourd'hui, on est par exemple, sur le marché européen, des clubs qui, lors du mercato, s'achètent, se vendent des joueurs, etc. Je pense savoir que les clubs français sont donc pénalisés par cette fiscalité, puisque le salaire d'un joueur en Ligue 1, le même joueur, s'il est par exemple au championnat anglais, coûtera bien plus cher au club de Ligue 1 qu'au club anglais. Est-ce que tu peux confirmer ça? Et est-ce qu'il y a des démarches des démarches ou des solutions qui sont mises en place peut-être, ou des avantages fiscaux qui sont mis en place par l'État pour favoriser les clubs français sur le marché européen ou même international? Pour l'attractivité du championnat Exactement. Alors j'ai pas tout le panel à ce niveau-là, mais par exemple on vient de parler de la prime d'impatriation. Okay. Quand le joueur est impatrié, du coup, donc il reçoit une prime d'impatriation versée par son club. Cette prime d'impatriation, l'entreprise qui verse cette prime-là, elle est exonérée de taxes sur les salaires, par exemple. Okay. Donc j'ai une bêtise, si la prime d'impatriation elle est de 100 000 €, le club qui va verser cette prime-là ne payera pas de cotisation sur ces 100 000 €. Donc ça aussi, c'est des moyens pour pouvoir inciter les clubs à pouvoir justement aller récupérer des joueurs, recruter des joueurs de l'étranger en ayant ces petits avantages-là. Okay. Donc c'est des choses qui sont mises en place, quoi. D'accord. Et en termes de durée des contrats, je crois qu'elles sont différentes en France qu'à l'étranger. Est-ce que ça, tu peux nous confirmer? Ou je crois qu'en France, on n'a pas le droit de faire des contrats de plus de 5 ans. Est-ce qu'à l'étranger, c'est aussi ça ou... Alors après, faudrait voir. Je suis pas spécialiste sur le sujet. Il faudrait peut-être demander à... Alors j'ai un élément de réponse. Je sais qu'il y a un joueur qui est parti de Benfica à Chelsea qui s'appelle Enzo Fernandez. Il a signé en janvier 2023 à Chelsea. Si je dis pas de bêtises, il a un contrat jusqu'à 2032. Ouais. Et ça en France, il me semble que c'est pas possible. Je crois que c'est 5 ans maxi. Et par exemple, un joueur français, un joueur d'ailleurs français ou étranger qui signe dans un club français, à vérifier, hein. Peut-être qu'on mettra un élément de réponse avec une photo d'Enzo Fernandez d'ailleurs au montage, mais je crois que c'est des contrats limités à 5 ans. C'est vrai qu'en France, c'est rare qu'on entende un joueur qui a prolongé pour 6 ans, 7 ans, j'ai rarement entendu ça. Après, c'est fin de contrat, il peut faire le choix de rester dans le club ou pas à ce moment-là, de reprolonger son contrat. Ouais. Mais oui, mais le contrat en lui-même, il me semble que c'est 5 ans, à vérifier. C'est ça, en France c'est ça. C'est 5 ans 5 ans maximum. Ok. Grand maximum. Plusieurs fois, mais en principe c'est ça. C'est 5 ans. Après à l'étranger, il faut vérifier. À l'étranger, il me semble que ça peut aller encore sur davantage d'années. Mais ça reste rare quand même qu'un club... Faut s'engager, c'est un risque pour le club. Voilà, exactement, qu'un club propose plus de 5 ans. Ok. On va revenir sur les revenus variables. Tout à l'heure, tu en as parlé de Jason. D'accord. Et notamment la retraite, puisque oui, le footballeur a une carrière courte, parce que ça s'arrête, comme tu as dit, à 35-36 ans. Comment il peut planifier sa retraite, le footballeur professionnel? Donc peut-être préparer avant, pendant et après. Qu'est-ce que tu ferais à sa place si t'étais un footballeur pro? Alors, c'est une bonne question, c'est une très bonne question.
Comme on l'a dit tout à l'heure, un joueur professionnel, alors après ça dépend, chacun son cursus, mais au plus tôt il va signer professionnel pour les plus précoces autour de 16 ans, sinon on va être sur du 17-18 ans. Bon après il y a ceux qui ont des carrières atypiques et qui signent sur le tard, hein, bien sûr, mais en principe voilà, ils signent vers 18 ans à peu près en moyenne, on va dire. La retraite légale, c'est quand? Bon, là, on a vu les réformes, hein, on est passé à 64 ans. Tu te doutes bien que parler à un jeune de 18-20 ans et lui demander de préparer sa retraite qui aura lieu à 64 ans, là, il va fuir. Donc, c'est compliqué. Non, en fait, là, ce qu'il faut, c'est déjà lui faire prendre conscience qu'il faut qu'il investisse pour préparer son après-carrière. Voilà. Là, ce qu'il faut savoir par rapport à la retraite, c'est que les joueurs, quand ils arrêtent leur carrière, donc à peu près 35, 36 ans, 38 pour ceux qui poussent, en tout cas en France, hein, et puis même dans le monde, j'ai envie de dire, au moment où il arrête sa carrière, aux yeux de la loi, il n'a pas de droit à la retraite. Voilà, l'État ne va pas lui verser sa retraite. Légalement, ça n'existe pas. Légalement, ça n'existe pas. Donc, il va devoir travailler. La seule chose qui est mise en place, c'est l'UNFP, donc l'Union nationale des footballeurs professionnels, a mis en place un pécule de fin de carrière. Donc, en fait, les joueurs, pendant leur carrière, ils cotisent au sein de l'UNFP. En fait, c'est une caisse de prévoyance solidaire. Donc, ils cotisent tous au même taux. D'accord. Pour qu'à la fin de leur carrière, ils puissent percevoir ce pécule. Alors ce pécule, donc chaque année il y a une base annuelle, l'UNFP essaie de l'augmenter au fur et à mesure, et en fait donc le joueur perçoit cette base annuelle fois le nombre d'années où il a été professionnel, en France bien évidemment. Donc en 2023 par exemple le pécule il était de 9100 €, si le joueur il a fait 10 années en France par exemple, il va avoir 9100 € x 10, donc ça lui fait 91 000 € qu'il perçoit après sa carrière. C'est la seule chose aujourd'hui que le joueur reçoit vraiment au titre de il a terminé sa carrière. Une question intéressante qui me va à l'esprit, sortie en rente possible ou sortie en capital d'office? Il reçoit un capital. Alors sur capital. 91 000 €. Il reçoit un capital. Il sera imposé d'un coup en impôt sur le revenu. Bien évidemment, qui sera soumis à cotisation sociale et à une imposition à l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est important de le préciser. Ok. Tout de même. Ok, tu avais une autre question où je peux... Non, c'était vraiment par rapport à ça que j'ai revu. Ok, donc voilà, ça c'est important de le savoir. Et donc du coup, entre la fin de carrière et la retraite légale, il y a un boulevard, il y a encore 25-30 années de travail. Donc c'est important parce que le joueur, il échappe pas aux règles de droit commun. Hein, c'est que pour la retraite... 91 000 € en 2-3 ans, c'est fini malgré tout. Clair. Bien sûr. Et donc la retraite, le calcul de la retraite, c'est la même pour tout le monde. Hein, c'est la moyenne des 25 meilleures années, comme vous le savez. Plafonné au pass, important de le préciser, plafonné au pass, donc pour un joueur qui a des revenus très importants, on est vite limité, et donc c'est là que le CGP il devient important. C'est là que le CGP devient important pour pouvoir justement aider le joueur à se constituer du patrimoine pour son après-carrière. Et l'idée c'est que une fois que le joueur il arrête sa carrière, il soit serein, en tout cas financièrement, matériellement, qu'il ait le patrimoine qu'il faut pour pouvoir entamer sa deuxième vie professionnelle plus sereinement. Et toi, qu'est-ce que tu conseillerais justement à tes clients en termes de gestion de leur patrimoine pour à la fois leur vie de tous les jours et pour la préparation de leur après-carrière et de leur retraite? En termes d'investissement, du coup. En termes de gestion d'investissement, par exemple, le joueur qui reçoit son salaire, qui est un exemple tout bête, de 50 000 € par mois, on va dire un bon joueur ou un joueur plutôt quand même dans un bon club de Ligue 1, qu'est-ce qu'il en fait? Comment est-ce qu'il gère ça? Alors c'est une très bonne question. L'idée c'est d'avoir déjà un juste milieu, trouver un bon compromis entre la rentabilité, la fiscalité et la liquidité du placement. Rentabilité, comme tout investissement, on investit pour que ce soit un minimum rentable. La fiscalité, parce que le joueur il est déjà soumis à une forte imposition du fait de ses revenus, donc l'idée c'est que les placements qu'il effectue ne lui génèrent pas plus de fiscalité, ou en tout cas très peu. Et la liquidité, on l'a dit, la carrière elle est courte, elle est volatile, donc en cas de besoin, il faut qu'il puisse récupérer ses billes s'il en a besoin. Donc alors, excuse-moi, de mettre l'argent peut-être dans un livret A, un LDDS déjà, et le reste sur un compte sur livret classique forcément. 35 000 € ça va être vite rempli le livret LDDS, ou peut-être un compte à terme, où comme tu disais, la liquidité pour revenir assez rapidement, parce qu'on peut le casser à tout le monde, le compte à terme, peut-être des choses comme ça dans un premier temps, pour prévoir des éventualités possibles, malheureusement. Alors, l'idée c'est déjà d'avoir une épargne de précaution. Donc effectivement, l'épargne de précaution, ça va être l'usage des différents livrets que tu viens de citer, voilà, livret A, LDD, compte sur livret, etc.
Et puis après, derrière, aller sur des pannes financières, donc par exemple de l'assurance vie, que ce soit de l'assurance vie de droit français ou de droit luxembourgeois, ce qui va être très intéressant pour cette catégorie de clients. Est-ce que tu peux préciser l'assurance vie de droit luxembourgeois? Quelle est la différence avec l'assurance vie française? Je ne maîtrise pas perso. D'accord. Donc, alors en quelques mots, l'assurance vie de droit français, bon, on va être dans une assurance vie, comme ça l'explique, hein, donc de droit français avec les règles de la France, donc en termes de fiscalité, les abattements, etc., les abattements, etc. Par contre, l'assurance vie luxembourgeoise, la particularité qu'elle va avoir, c'est qu'en fait, elle va s'adapter à la fiscalité du pays où le joueur est résident. On l'a dit tout à l'heure, le joueur il est amené à changer de pays souvent. Donc demain, le joueur qui joue en France, il a qu'une assurance vie luxembourgeoise. La fiscalité qui va s'appliquer sur le contrat, ça va être la fiscalité du droit français. Okay. Demain, le joueur il est en Espagne, ça va être la fiscalité de l'Espagne, et ainsi de suite. En fait, c'est un contrat qui va s'adapter au déplacement, si je puis dire, à la mobilité du joueur. Ok, incroyable. Voilà. Donc après, il y a aussi d'autres éléments, mais voilà, c'est on va dire l'élément principal. Et donc luxembourgeoise, ça veut dire que c'est détenu au Luxembourg. Voilà, c'est ça, c'est un truc de droit luxembourgeois, c'est ça. Ok. Donc après, ça peut être aussi une entreprise qui est établie en France, pas forcément au Luxembourg, hein, mais, bien sûr. Mais voilà. Il y a pas mal de cabinets de CGP, je crois, qui sont spécialisés dans cette assurance vie justement, pour se distinguer de l'assurance vie française classique. Ok. Oui, bien sûr, qui permettent d'investir, ça c'est monnaie courante dans les cabinets en tout cas. Pas forcément en banque, mais en cabinet de CGP. On sait que l'assurance vie française, dès qu'on est non-résident fiscal français, ça devient très compliqué. Ah, c'est peu compliqué pour faire des démarches, même pour investir. On va faire des rachats. Ouais, c'est clair. Au niveau de l'assurance vie, puisqu'il va falloir des papiers, notamment des déclarations fiscales, ce genre de choses. Alors que une personne qui résident en France, c'est beaucoup plus simple pour faire des démarches administratives. C'est la même chose pour le footballeur, parce que franchement, un footballeur qui joue à l'étranger va être considéré non-résident fiscal ici en France. C'est pour ça que le footballeur et le sportif de haut niveau de manière générale, il est obligé d'être accompagné là-dessus. Parce que lui, il peut pas penser à son match du dimanche soir et en même temps à quel papier il doit apporter à sa banque pour faire son rachat sur son assurance vie. C'est une quasi-obligation, je pense, d'être accompagné par des professionnels à la fois de la fiscalité et à la fois de la gestion de patrimoine. Bien sûr, bien évidemment. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et pour continuer, pour répondre à la question, donc l'idée c'est d'avoir une poche financière, avec de l'assurance vie par exemple, une partie immobilière, donc avec des investissements en biens immobiliers d'habitation, que ce soit de la location nue, la location meublée, pas mal aussi d'investissements en nue propriété. Ça c'est aussi un élément très, très intéressant pour les sportifs. Après, en fonction des sportifs et des revenus, on diversifiera davantage le patrimoine, mais voilà ce que je conseillerais dans l'idée, quoi. D'accord. Peut-être de l'immobilier à la défiscalisation. D'ailleurs, on a un exemple, je sais pas si tu te rappelles qu'un prof nous avait cité sur un monument historique fait par les joueurs lyonnais. Je sais pas si tu pourrais raconter à tous nos auditeurs, ça peut être intéressant, c'est une anecdote assez drôle, puisque les joueurs de Lyon avaient fait un monument historique, si je ne me trompe pas, et ça n'avait pas du tout marché, ils n'avaient pas trouvé de locataire, et je crois que c'était en fin fond de la campagne lyonnaise, si je dis pas de bêtises, hein. C'était à peu près ça l'exemple, et donc en fait c'était un mauvais monument historique, donc il faut faire attention aux mauvais investissements immobiliers également. Alors après, oui, pour reprendre un petit peu l'exemple que le prof nous avait expliqué, c'est qu'il y avait des joueurs qui avaient investi effectivement dans un bien immobilier de défiscalisation du type monument historique. C'est un bien immobilier intéressant dans le sens où on peut déduire en fait un certain nombre de charges sans plafond. Donc je pense que ça a été la motivation première justement de ces joueurs à investir dedans. Malheureusement, le monument historique n'échappe pas à la règle. Dans l'immobilier, l'un des premiers critères qu'on va regarder, ça va être l'emplacement. On peut acheter un monument historique ou un Malraux ou peu importe. Si l'emplacement n'est pas pertinent, l'investissement ne sera pas bon. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement pour ces joueurs-là, parce que du coup ils ont investi en monument historique dans une zone qui était peu locative, donc ils n'ont pas trouvé de locataire, et donc ça a été compliqué pour eux. Voilà l'exemple qu'ils nous avait expliqué. C'est ça, d'où le fait que ces personnes doivent être bien accompagnées. Pour continuer dans cette thématique d'accompagnement des joueurs professionnels sur la gestion de leur patrimoine, est-ce que la gestion de ce patrimoine-là va varier en fonction du type de joueur, du type peut-être de secteur dans lequel il évolue, peut-être que même en fonction, j'en sais rien, je dis peut-être des bêtises, mais en fonction du poste, peut-être qu'il y a une gestion qui est différente en termes de poste sur le terrain, j'en sais rien. Je sais que j'avais une anecdote comme quoi, en fonction du poste du joueur, rien à voir spécialement avec la gestion de patrimoine, mais le type de voiture était différente. Je sais qu'un gardien de but, peut-être c'est plus les gros SUV, et les attaquants c'est plutôt les voitures sportives type Ferrari, etc. Bon, c'était une anecdote. On vient avec leur poste parce que c'est rapide. Exactement. Et donc, est-ce que finalement cette gestion-là va différer en fonction des joueurs, et est-ce que en fonction de l'évolution de la carrière, tu peux faire différents conseils et tu peux faire évoluer ces conseils-là? Bien sûr, toute la difficulté elle est là pour un sportif professionnel. Il a une carrière qui est courte, comme on l'a dit, qui est très volatile.
Aujourd'hui, le joueur, il peut signer un contrat de 3 ans très onéreux, puis demain, ses performances sportives, elles chutent, donc les futurs contrats sont moins onéreux, et donc il faut s'adapter derrière. Donc bien évidemment, les conseils vont varier en fonction de la situation du joueur, qui peut évoluer dans le temps. D'où l'importance d'avoir une stratégie qui va rester souple finalement, ne pas aller dans des investissements qui soient rigides. C'est pour ça que justement tout à l'heure on parlait des biens immobiliers de défiscalisation du type monument historique ou type Malraux que j'ai pu citer. Ça va être des biens qui sont intéressants, mais qui sont peut-être pas les plus intéressants pour un joueur de foot. Parce que souvent à ces investissements-là, il peut y avoir des conditions de détention derrière importantes. Le monument historique, c'est pendant 15 années qu'il faut garder le bien par exemple. J'ai une bêtise, si on est sur un joueur qui, sa situation sportive elle a chuté, financièrement il n'a plus les mêmes revenus, il avait pris un crédit par exemple pour le monument historique, comment il fait? Il faut qu'il le revende, mais s'il le revend il perd tous les avantages fiscaux qu'il avait pu bénéficier. Donc là on est sur des investissements qui sont beaucoup plus rigides, donc on aura moins tendance à aller sur ce type d'investissement immobilier là. Voilà. Et justement, tu as parlé de la nue propriété tout à l'heure, qui était plus adaptée. Pourquoi c'est plus adapté la nue propriété que justement Malraux ou le monument historique? Alors après, la nue propriété, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'encore une fois, c'est vraiment au cas par cas. Donc je ne pourrais pas dire que la nue propriété est mieux que tel ou tel investissement, mais pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que la nue propriété, finalement, ça va être quoi? C'est aujourd'hui, je donne 100 et je récupère l'appartement dans 10 ans, par exemple, dans 10-15 ans. On l'a dit tout à l'heure, la carrière d'un joueur, ça dure en moyenne 10, 15, allez 17, 18 ans pour ceux qui poussent le plus loin. Donc l'idée, c'est de se dire, pendant ma carrière, j'ai acheté un appartement. Alors pour l'instant, je ne perçois pas de loyer. En même temps, j'en ai pas besoin, vu que j'ai déjà mes revenus. L'avantage de ne pas percevoir de loyer tout de suite, c'est que je ne paye pas de fiscalité non plus. Donc ça ne m'en rajoute pas. Tout à l'heure, on parlait de trouver un compromis entre rentabilité, fiscalité, liquidité. Arrivé à la fin de carrière, ou à l'approche de la fin de carrière, le joueur devient plein propriétaire. Donc c'est-à-dire que là, cette fois-ci, il a son appartement, où il est pleinement propriétaire, et donc il va pouvoir percevoir ses loyers, le revendre s'il le souhaite, ou même habiter dedans s'il le veut. Donc c'est pour ça que c'est un type d'investissement qui est très très intéressant pour les sportifs, pour cette catégorie de la population, notamment les footballeurs. D'accord. On va passer à une autre question, un peu plus spécifique et un peu différente. On va comparer deux joueurs. On va prendre un gros joueur que vous connaissez tous, Kylian Mbappé, par exemple. Tu vas bien prononcer en plus. On dit pas Mbappé, on dit Mbappé. On dit Mbappé. On avait un prof avec Anto à l'époque qui nous avait fait la différence. On dit pas Mbappé, on dit Mbappé. C'est vrai. Et lui-même, il l'a rappelé en plus dernièrement en interview. J'ai vu ça. Des fois, ça l'agaçait parce qu'on prononçait mal son nom. Ouais, exactement. Et donc, Mbappé, un joueur très connu en France, qui a une grosse fortune, donc beaucoup des revenus variables, avec des primes, avec une participation des médias, avec des sélections internationales, et un joueur moins capé. On va prendre un joueur de Ligue 2, pourquoi pas, qui gagne environ entre 7 000 et 10 000 euros par mois. Donc on va pas se mentir qu'il reste un très bon salaire, mais pour un footballeur professionnel, c'est un salaire... C'est pas l'image des paillettes qu'on a, effectivement. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous faire un peu la différence entre les deux et comment tu gérerais le patrimoine de la personne qui gagne 7 à 10 000 et le patrimoine de Kylian Mbappé? Non, après, pour répondre à ta question, par rapport à un joueur qui va toucher à peu près 10 000 euros par mois, le travail, ça va être quoi? Ça va être dans un premier temps de bien l'assurer. Qu'il ait une bonne couverture sociale en termes de prévoyance, que ce soit en termes d'incapacité, invalidité, décès, ça on le verra par la suite. De mettre en place une optimisation fiscale, parce que même si pour un footballeur peut-être que c'est moins que les autres d'avoir 8-10 000 euros par mois, mais avec ces salaires-là déjà on commence à payer pas mal d'impôts, donc de faire de l'optimisation fiscale, et puis donc lui mettre en place une épargne de précaution, et derrière pouvoir aller sur des plaines financières du type assurance vie et des premiers biens immobiliers locatifs, alors soit à travers de la nue propriété ou soit un bien en pleine propriété par exemple. Alors après ça peut être aussi la résidence principale au début ou pas, après ça dépend de la volonté du joueur. Pour sécuriser sa famille, j'imagine, notamment exactement, ses enfants. Ça va dépendre de la volonté du joueur, mais principalement on va être là-dessus Après en fonction de l'évolution de carrière, on adaptera. Un joueur comme Kylian par exemple, Mbappé, j'ai bien prononcé. Non, du coup, non. C'est Mbappé. Mbappé. Excuse-moi si tu nous regardes. Tu serais bien. On voudrait bien. Mais lui, par exemple, un joueur comme ça va être grosso modo le même socle de départ, c'est-à-dire une bonne optimisation fiscale, une bonne assurance, et puis une bonne épargne de précaution. Et puis après, derrière, ça va être dans les investissements en fait. Que ce soit au niveau de l'assurance vie, on va pouvoir avoir des montants plus importants, plusieurs assurances vie éventuellement. Sur les biens immobiliers, peut-être qu'on va pouvoir diversifier, c'est-à-dire faire de l'immobilier d'habitation.
en nue propriété et en pleine propriété, donc on est déjà sur 2 leviers, mais également aussi partir sur de l'immobilier commercial, donc on est sur toujours de l'immobilier mais un autre sous-jacent. On va aussi pouvoir aller sur de l'entreprise, investir dans des entreprises, que ce soit par le biais de private equity ou en direct. Ou même créer des business à côté, je sais pas, des chaînes de restaurants, ce genre de choses. Exactement, j'allais y venir, que ce soit investir dans des entreprises ou bien même créer son entreprise. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il a créé une application. Donc ça va être des schémas qui vont être intéressants. Et puis après, tout à l'heure, on parlait justement de la société d'image. Donc ça nous fait déjà une entreprise, une autre entreprise qui va créer pour développer une activité professionnelle en parallèle de sa carrière ou pour préparer déjà sa reconversion, ce qui nous fait plusieurs entreprises. Bon bah là, à ce moment-là, ça deviendra intéressant. Tout à l'heure, tu parlais de holding, d'avoir une holding au-dessus pour pouvoir détenir ces différentes sociétés. Donc voilà un petit peu la différence, si je peux dire, entre un Kylian Mbappé et un joueur avec des revenus moins conséquents. Le holding, la fiscalité aussi. L'avantage principal, réduire la fiscalité avec la société mère, notamment société mère-fille. Oui, ce qui est intéressant avec la holding, alors il y a plusieurs points. Il va y avoir effectivement le régime mère-fille qui va nous permettre d'avoir une fiscalité intéressante pour pouvoir se développer patrimonialement, mais aussi le régime de réintégration fiscale, ça aussi qui va être très intéressant pour le joueur. On a aussi le régime de participation, en cas de revente de titres de participation qui va être intéressant. Donc oui, effectivement, la holding a plusieurs leviers, si je puis dire, pour pouvoir développer financièrement et patrimonialement, quoi. Exactement. Le but en fait d'un footballeur, c'est de diversifier. C'est de ne pas trop mettre sur l'assurance vie, de ne pas trop mettre sur un compte titre, de ne pas trop mettre sur l'immobilier. C'est vraiment répartir peut-être de 50%, comme une personne. Finalement, comme un investisseur lambda, je dirais, sauf qu'avec des revenus supérieurs à une personne lambda. Bien sûr. Et la différence avec une personne lambda, c'est qu'il va y avoir cet aspect préparation de l'après-carrière qui est plus proche qu'une personne, on va dire, lambda, puisque elle prépare, on va dire, son après-carrière professionnelle, mais qui arrive plutôt à partir de 50, 60 ans. Alors que là, le joueur professionnel, contrairement à quelqu'un de lambda où sa préparation d'après-carrière professionnelle, elle peut être volontaire, le joueur professionnel, malheureusement, c'est involontaire. C'est compte tenu de son petit travail qui est son corps, qui à partir d'un certain moment n'est plus adapté au sport de haut niveau, tout simplement. Ouais. Donc il y a cette deadline, on va dire, qu'il faut prendre en compte et qui est bien plus proche que la personne lambda qui travaille dans une entreprise classique. Exactement, c'est ça. Je vais revenir sur la retraite. On a parlé un peu de la retraite, mais qu'est-ce que font les footballeurs après la retraite, finalement ? Je me permets de rebondir sur une question qu'on a déjà posée précédemment, parce que je sais qu'il y a des footballeurs qui vont être consultants, ou d'autres qui vont être entraîneurs. Donc est-ce que je ne sais pas si tu as une stat pour nous dire quel pourcentage des footballeurs travaillent ? Qu'est-ce qui se passe après leurs 35 ans ? C'est une très bonne question, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a certains footballeurs qui, après leur carrière, vont devenir consultants, par exemple pour Canal+, ou les Bein Sport, ou les chaînes télé. D'autres qui vont devenir entraîneurs de foot. On a pu le voir, que ce soit Vira, Thierry Henry, etc., qui ont repris des équipes, par exemple. Didier Deschamps, sélectionneur d'équipe de France. Puis après, on voit ceux aussi qui vont se reconvertir en tant qu'agents sportifs et qui vont accompagner des joueurs, ou aussi conseillers en patrimoine, donc ils vont toujours rester autour du football. Et puis, il y en a d'autres qui vont faire complètement autre chose, et qui vont avoir un travail entre guillemets lambda, si je puis dire. Et puis c'est intéressant du coup ta question, parce que tout à l'heure on parlait de la retraite légale, comment ça se passe, la moyenne des 25 meilleures années. Aujourd'hui, un joueur qui a une carrière de 15 ans, sur sa carrière de 15 ans, il fait 5 ans en France, parce que on l'a dit tout à l'heure, le joueur il fait pas 15 ans dans le même pays, il fait 5 ans en France. Il y a 20 autres années qui vont rentrer dans le calcul pour pouvoir calculer le montant de la retraite. Admettons qu'il touche de l'argent à l'étranger, à ce niveau-là, tu l'as dit, c'est en fonction des différentes conventions, mais ça va pas spécialement rentrer pour la retraite, en France du moins. Alors, très bien, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, ce qui se passe, c'est que les années qui vont être effectuées à l'étranger, sous certaines conditions, vont pouvoir être pris en compte dans les trimestres acquis pour la retraite, donc au titre des trimestres acquis, mais par contre au titre des 25 meilleures années, ça ne sera pas pris en compte. C'est uniquement les années réalisées en France. Donc un joueur qui a fait 5 ans en France par exemple, il y aura 20 autres années, il aura un travail lambda, a priori avec des revenus inférieurs, et donc ça fait chuter considérablement la pension qu'il aura à la retraite. D'où l'importance de se constituer du patrimoine pour pouvoir pallier à ça. Concernant l'aspect plutôt prévoyance du joueur de football professionnel, avec tout ce qui est risque de blessure par exemple, puisqu'on a dit que comme tous les sportifs, l'outil de travail principal c'est le corps du joueur. Qu'est-ce que tu conseilles de mettre en place en termes de prévoyance, donc non pas sur l'aspect investissement mais plutôt sur l'aspect prévoyance? Par rapport à l'aspect prévoyance,
Donc sur l'aspect prévoyance, c'est une très bonne question. Alors, il faut savoir que dans la prévoyance, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la capacité temporaire, l'invalidité et le décès. Un joueur de foot, donc comme tu l'as dit, bon, il est souvent lié à des risques de blessures de par son activité. Alors comment ça se passe pour un footballeur qui se blesse? En France en tout cas, parce qu'après dans chaque pays les règles sont différentes, mais en France, un joueur qui se blesse, donc il y a l'article 276 de la LFP, donc la Ligue de football professionnel, qui oblige les clubs à rémunérer le joueur pendant 3 mois, à 100% de son salaire. D'accord? Au-delà des 3 mois, c'est là que ça se complique. C'est-à-dire que le club arrête de le payer et c'est uniquement du coup la sécurité sociale qui le verse des indemnités journalières. D'accord. Indemnités journalières qui bien évidemment sont plafonnées. Donc en fonction du revenu du joueur, du revenu mensuel, il peut y avoir un décalage très important ou non sur le salaire qu'il peut percevoir et donc à ce titre, il existe justement des assurances spécifiques pour maintenir le salaire à 100% en cas de blessure au-delà de cette période-là. Mais donc là c'est intéressant. Je prends l'exemple d'un joueur du PSG, on va dire Neymar, qui s'est beaucoup blessé pendant ses années au PSG. Alors, est-ce que techniquement le club a dû arrêter de le payer? Ou est-ce que peut-être pour certains joueurs ils font des exceptions? Ou comment est-ce que tu te positionnes là-dessus? Alors c'est une très bonne question. Alors effectivement, il y a les règles et puis il y a les exceptions. Sur certains joueurs comme Neymar par exemple, et puis d'autres pour en citer, effectivement ça peut être négocié dans le contrat qu'en cas de blessure au-delà des 3 mois, le club paye quand même le joueur. Ça reste des exceptions. La majorité des cas, c'est qu'au-delà de la période, notamment 3 mois, le club arrête de payer le joueur. D'accord. Et donc c'est la sécurité sociale qui parce que forcément Neymar c'est un grand nom, donc on peut faire je pense une exception pour un joueur comme Neymar. Ouais. J'espère que Renato Sanchez a mis ça en place aussi parce que c'est un joueur qui se blesse souvent. Il est toujours au PSG ou il a été transféré? Il est prêté. Il est prêté à la Roma, ouais. Donc j'espère qu'il a mis ça en place ça aussi avec le PSG, le pauvre. Parce que après dans les gros clubs, les grosses écuries européennes, je pense que ça s'est mis en place quasiment à chaque fois. C'est peut-être plutôt pour les petits clubs type National, Ligue 2 peut-être, où là il y a ce système des 3 mois qui rentre en compte, ou vraiment tu penses que c'est de manière générale? Ah non, c'est vraiment, c'est dans tout, c'est comme ça partout, dans tout le territoire en France. En France, voilà, Ligue 1, Ligue 2, National, dès lors que c'est professionnel, c'est une obligation, c'est l'article de la LFP. 3 mois, c'est le club qui paye à 100%. Alors attention, c'est la sécurité sociale qui verse une partie et le club complète. D'accord. Pour qu'au final, le joueur ait 100% de son salaire. D'accord, ok. Voilà. Donc, après les 3 mois, le club ne paye plus. C'est uniquement la sécurité sociale qui verse l'indemnité journalière au joueur. Alors après, c'est soit le joueur est assuré, et à ce moment-là, le delta sera versé par l'assurance pour qu'il ait 100% de son salaire, soit il n'est pas assuré, et c'est que la sécurité sociale, du coup, qui lui verse ses indemnités. D'accord. Alors d'ailleurs, le plafond de la sécurité sociale à ce niveau-là, est-ce que tu connais, par exemple, un joueur qui gagne 50 000 euros par mois de base, combien il va gagner? Est-ce que c'est fixe ou est-ce qu'en fonction de son salaire de base, il y a un ajustement? Alors, comment ça se passe? En fait, les indemnités journalières, comment ça se passe? Donc en fait, il va recevoir un certain pourcentage de son salaire de référence. Donc salaire de référence, ça va être donc son salaire mensuel qu'il avait avant sa blessure. Donc on le divise par un quotient, donc 30,42. Ça nous donne son salaire de référence. Une fois qu'on a son montant de salaire de référence, le joueur perçoit 80% de ce salaire. D'accord. Simplement, ce salaire de référence est plafonné. Il est plafonné à 0,83% du pass. Donc ce qui nous donne 386 euros. Donc ça veut dire qu'un joueur par exemple qui gagne, j'ai une bêtise, 50 000 euros par mois, quoi qu'il arrive, il ne pourra pas, son salaire de référence au titre de la sécurité sociale sera de 386 euros. Brut par mois. Voilà. Donc, donc du coup, en faisant 80% de ce salaire-là, donc ce qui nous fait 309 euros, bon j'ai les chiffres en tête, je ne fais pas le calcul, c'est parce que je l'ai déjà pratiqué, ce qui nous fait 309 euros brut d'indemnité journalière qu'il pourra recevoir par mois. Donc pour passer du brut au net, on enlève les charges sociales, donc 6,7, ce qui nous fait 288 euros. Donc au maximum, si on fait 288 euros sur les 30 jours, ce qui nous fait 8 000 euros et quelques. Ah oui, c'est par jour, d'accord. Voilà, donc sur un joueur qui par exemple est à 50 000 euros par mois, s'il n'est pas assuré, dès qu'il évolue en France, bon, bah, il pourra toucher que 8 000 euros et 600 euros et quelques de salaire. Donc là, la perte, elle est énorme. Et là où ça prend sens, surtout pour ce type de patrimoine-là et de personnalité, c'est qu'en général, c'est pas vrai que pour les footballeurs, mais c'est vrai même de manière générale pour tous les gens qui commencent à avoir un certain niveau de revenu,
ton niveau de revenu, enfin, ton niveau de vie il va être corrélé à ton niveau de revenu. Quelqu'un qui va gagner 50 000 euros, c'est rare qu'il vive comme quelqu'un qui gagne 2 000 euros par mois. Donc forcément, il a le loyer qui va avec, la voiture qui va avec, le train de vie qui va avec, et donc du jour au lendemain, son salaire divisé quasiment par combien 50 000, 8 000 pour la 50 000 divisé quasiment par 6. S'il faut être 48, c'est ça, quasiment divisé par 6. Le niveau de vie derrière, on ne peut pas du jour au lendemain le diviser par 6. Donc effectivement, là, ça prend sens, le système de mise en place de prévoyance. De prévoyance. Et d'ailleurs, quelle prévoyance précise tu mettrais en place dans ce type de cas? Est-ce que par exemple une action de la vie plus, bon, peut-être pas classique, pourrait être nécessaire à ce moment-là, ou peut-être tu penses à une autre assurance pour que le joueur puisse compléter ses revenus? Alors, si tu me permets, David, juste avant de répondre à ta question, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Anto. Ce qui est super important, c'est que, comme tu l'as dit, il a un certain train de vie, le joueur. Et tout à l'heure, on l'a dit, notamment dans le football, où les joueurs, bon pas tous, mais ils peuvent venir d'un milieu social très modeste, etc. Et donc, ils vont aider leur famille. Et donc, le joueur qui va être à 50 000 euros par mois, par exemple, alors qu'il va assurer son train de vie quotidien, pour peu qu'il ait fait quelques emprunts pour développer son patrimoine justement, parce que dans le développement du patrimoine, l'emprunt c'est très important. L'effet de levier. L'effet de levier, etc. Il aide sa famille. Je vais vous donner une anecdote. Moi, par exemple, j'ai lors des interviews que j'ai pu réaliser, donc un joueur de foot que je connais très bien, qui aidait sa famille, par exemple. Et donc il a réussi dans le foot, donc il aidait sa famille, payait les loyers, les mois, tous les mois, etc. Par exemple, ça, il ne le savait pas qu'il pouvait le déduire au titre des pensions alimentaires, par exemple. Ok. Vous voyez, alors que c'est quelque chose que les joueurs ils ne le savent pas parce qu'ils ne sont pas accompagnés là-dessus, donc c'est un élément qui est important. Et donc pour revenir à ce que tu disais, là le joueur il est obligé de s'assurer. Et pour répondre à ta question, David, en termes d'assurance, c'est simple, c'est assurance blessure. Une assurance blessure qui pallie en fait le risque de blessure du joueur. J'imagine qu'il y a des organismes spécialement dédiés à ça, spécialisés dans l'assurance des sportifs de haut niveau. Oui, c'est ça. Alors après, je vais sans faire de publicité, mais sans faire de publicité, oui, il en existe aujourd'hui 3 sur le marché, des assureurs. Des assureurs spécialisés. Des assureurs spécialisés dans les footballeurs, ouais. Ok. Donc là, c'est vraiment voir peut-être une entreprise de courtage en assurance peut-être à ce moment-là, ou te voir toi directement, peut-être un CGP spécialisé dans les qui met en relation avec l'assureur. Non, mais après c'est toi par exemple, t'es à la banque, David. Ouais. Aujourd'hui, un client vient te voir pour la gestion de patrimoine, tu peux très bien l'assurer chez toi, on est d'accord? C'est clair, oui. En tant que conseiller en patrimoine des jeux sportifs professionnels, c'est la même chose. En fait, on va intervenir sur plusieurs pôles, que ce soit le développement du patrimoine, l'optimisation fiscale, l'aide administrative, mais aussi, bien évidemment, l'assurance, la prévoyance. On va solliciter derrière les assureurs, on va tous les solliciter pour pouvoir les mettre en concurrence et obtenir le meilleur contrat pour le joueur. Et c'est là que c'est notre travail. C'est là que ton métier prend sens. D'où le fait qu'un sportif de haut niveau n'aille pas voir un conseiller en gestion de patrimoine lambda, mais un conseiller spécialisé dans cette activité de sportif de haut niveau. Une banque d'ailleurs, une banque forcément pour avoir l'argent dans son compte. Oui, bien sûr. Mais sinon, il faut y avoir quelqu'un de spécialisé. Je vais prendre un exemple, David. Demain, je sais pas, tu as un joueur de Ligue 1 qui vient de voir à la banque. Toi, tu vas être à même de pouvoir le conseiller sur du conseil bancaire classique, mais tu n'as pas les connaissances spécialisées, par exemple pour des prévoyances type prévoyance blessure en cas de blessure justement. Et nous-mêmes, on n'a pas ces produits-là spécialement dans nos banques. Oui, en banque, bien sûr, on est limité par rapport aux produits, aux solutions pour une personne classique, bien sûr, tout simplement. Voilà, exactement. Alors oui, on va pouvoir faire une assurance vie, parce que l'assurance vie, bien sûr, au niveau de l'État français, ça reste la même chose. Au niveau des droits, notamment au niveau de la transmission. Mais après, on sera vite limité. Et nous-mêmes, également. Tiens, David, ça fait sens. Lorsque, tu sais, on fait les prévoyances, par exemple, garantie d'essai, ou même garantie action de la vie, tu sais, on est limité. Alors, c'est vraiment très large comme produit, mais tu as quand même quelques questions. Est-ce que vous exercez un sport de haut niveau ? Un sport de haut niveau, Et en fonction de ça, l'assurance ne peut ou pas te couvrir. Et même, soit tu as une surcote, soit vraiment tu es quasiment exclu et tu peux pas souscrire à cette assurance-là. Et c'est vrai qu'il y a vraiment très peu de questionnaires, très peu de questions à l'entrée, mais une des questions là, et là ça fait sens avec ce que dit Jason, c'est est-ce que vous êtes sportif de haut niveau ? Exactement. Et donc au final, si c'est le cas, malheureusement notre assurance elle n'est pas du tout adaptée au quotidien et aux risques. Les coûts vont être plus chers. Ouais, les coûts vont être plus chers. Enfin, je sais même pas si c'est le problème principal du sportif de haut niveau. Je pense que vraiment, au-delà des coûts, ils souhaitent avoir une assurance et une prévoyance adaptée à ces risques. Tout simplement. L'assurance emprunteur également. Il y a certaines assurances où il y aura cette question. En plus des PPE, donc les personnes politiquement exposées, il y aura aussi la question êtes-vous joueur sportif de haut niveau, sportif professionnel ou de haut niveau, bien sûr. Ouais, exactement.
Tu avais quelque chose à dire. Non, en fait, c'était juste pour poursuivre dans la couverture sociale, parce que là, c'est vrai qu'on a vu l'incapacité temporaire, mais on n'a pas vu justement l'invalidité, qui est un risque qu'encourt le joueur. Il peut très bien avoir une blessure qui le rend inapte. Tout à fait, Et ça donc, va vite. Hein. voilà, exactement. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que lorsque le joueur il est rendu inapte, que ce soit pour une cause de blessure ou autre, en fait, il va recevoir une indemnité à hauteur de 40% de son salaire, fois le nombre d'années d'ancienneté au club. D'accord. Donc, c'est-à-dire que le joueur qui a 10 000 euros par mois, par exemple, demain il est rendu inapte, il va recevoir 4 000 euros fois le nombre d'années d'ancienneté. Donc, il suffit que si ça fait 2 ans qu'il est là, ça lui fait 4 000 euros fois 2, 8 000 euros. Et ça, c'est le club ou c'est la LFP? C'est le club. C'est le club, c'est ça. Ça, c'est en Ligue 1. Non, ça c'est de là, c'était un joueur professionnel en France. En France, ouais, c'est ça. En Ligue 1, en Ligue 2, excuse-moi, j'ai dû présent en France. Je ne veux pas forcément en Ligue anglaise ou dans la Liga BBVA en Espagne, ça va être autre chose. Après, chaque pays a ses règles. Par exemple, si je prends l'exemple de l'Allemagne, tout à l'heure on parlait de 3 mois, là, le maintien de salaire, en Allemagne c'est 42 jours. Par exemple. Ah oui. Donc, les Allemands, ils sont plus. Si t'es pas protégé derrière, au bout de 42 jours, c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, au niveau de la France, sur l'invalidité, ça va être ça. Et donc du coup, il existe aussi des assurances qu'on appelle perte de licence pour pouvoir protéger le joueur si jamais ce risque était amené à venir. Là, j'ai l'exemple en tête, par exemple, d'un entraîneur qui coach à l'OL en National 3, par exemple. Lui, par exemple, c'est un joueur de foot professionnel. Il a été déclaré inapte par un médecin. Il a dû arrêter sa carrière pour pouvoir devenir entraîneur de foot dans son club, par exemple. Tout à l'heure, tu parlais de joueurs, c'est on va dire des conditions qui s'appliquent aux joueurs de foot professionnels. Ouais. Ma question est peut-être bête, mais qu'est-ce que désigne le fait d'être joueur de foot professionnel? Comment est-ce qu'on est joueur de foot professionnel? Je veux dire, qu'est-ce qui dissocie l'amateur du professionnel? Est-ce que c'est le contrat? Est-ce qu'il y a un nombre d'heures jouées? Ah non, ça va être le contrat. C'est le contrat, tout simplement. Ça va être le contrat. Il y a des contrats aujourd'hui professionnels. C'est écrit contrat professionnel. D'accord. Si on a un contrat qui n'est pas professionnel, ce sera contrat fédéral ou contrat amateur. Voilà. D'accord, ok. Ok, très bien. Pour poursuivre notre interview, Jason, on va parler maintenant de la communication et des suivis du joueur. Comment tu peux assurer une communication transparente pour les joueurs de foot professionnels et surtout régulière vis-à-vis d'eux? Alors, la communication, j'ai envie de dire, ça va être au rythme du sportif. Alors déjà, on va avoir la communication annuelle parce que il y a tout ce qui va être déclaration de revenus, etc. Après, ça va être en fonction des différents investissements que le joueur il a mis en place avec nous. Lorsqu'il y a des arbitrages à faire, on va pouvoir recontacter le joueur pour faire un point en fait par rapport aux différents actifs qu'il puisse avoir. Pareil, tout à l'heure, on a parlé de prolongation de contrat, de renégociation, de changement de contrat. Le joueur qui renégocie son contrat, par exemple, il n'a plus le même salaire. Peut-être que la prévoyance, elle est plus adaptée, il faut la modifier. Donc, en fait, la communication et le suivi va se faire au rythme du sportif. Voilà. Donc, il n'y a pas de chiffre exact, il n'y a pas de règle exacte. Il y en a, on va faire un point peut-être 2 à 3 fois dans l'année. D'autres, ça sera peut-être qu'une fois. D'autres, ça va être 4-5 fois. Ça dépend des joueurs. Tout dépend de l'évolution de sa carrière, tout dépend de ses besoins, ses projets aussi également. Finalement, c'est au même titre qu'un client, nous, en banque, tout simplement. Des clients que tu vas voir tous les 3 mois ou tous les 6 mois et d'autres que tu vas voir peut-être tous les ans ou tous les 2 ans, tout simplement. Et en fonction de ses besoins à lui, toi, tu peux le solliciter, mais lui aussi, il peut te solliciter pour dire ma carrière évolue, ma situation évolue. Exactement. Sachant qu'avec les joueurs, il y a quand même aussi un gros besoin d'aide en termes administratifs. Donc, c'est pour ça que si on peut être amené à échanger beaucoup plus régulièrement pour pouvoir l'aider sur ces différentes démarches administratives. C'est tellement complexe, il y a tellement de petites lignes à lire dans le contrat, etc. que forcément, ils sont obligés d'être accompagnés par des professionnels. Tout à fait. Exactement. Et est-ce que vous pouvez mettre en place un système d'abonnement avec eux? Se dire, écoute, tu peux me voir à n'importe quel moment, parce que tu vas payer tant par mois. En termes de facturation, comment est-ce que ça se positionne? Effectivement, c'est une très bonne question. Alors après, chaque cabinet a son fonctionnement, mais effectivement, nous, tu as utilisé vraiment le mot exact, une lettre d'abonnement. On met en place une lettre d'abonnement avec le joueur, c'est-à-dire que le joueur va nous payer un certain montant à l'année pour que nous, derrière, on puisse lui assurer certaines prestations de services qui seront détaillées dans cette lettre. Bien évidemment, des prestations qui sont individualisées et personnalisées, donc voilà, ça dépend des joueurs, quoi. Pour continuer sur ce sujet-là, donc on a compris que les sportifs de haut niveau, toi Jason, c'est ton activité au quotidien, tu les accompagnes sur la gestion de leur patrimoine. Quels sont selon toi les autres acteurs sur lesquels les sportifs de haut niveau ont besoin d'être entourés? Alors, les autres acteurs, la famille, c'est pas un acteur, mais j'en parle quand même, effectivement, bien évidemment, on doit assurer une certaine transparence avec la famille, surtout, et d'autant plus, j'ai envie de dire, pour les jeunes joueurs, parce que, on l'a dit tout à l'heure, un joueur, il peut signer professionnel à 16-17 ans,
le joueur il est mineur, c'est ses parents, ses responsables légaux qui s'occupent de lui, donc voilà, il y a une certaine communication très, très importante là-dessus. Et puis après derrière, ça va être l'agent sportif, parce que j'ai envie de dire, c'est lui qui est au devant de la scène. Nous en tant que conseiller en patrimoine, on n'arrive que après, parce que ça va être lui qui va négocier les différents contrats pour les joueurs, les différents montants, etc. Derrière, on peut avoir aussi donc, tout ce qui agent sportif ou d'ailleurs avocat mandataire sportif. Il y en a de plus en plus aussi des avocats qui sont spécialisés dans le sport et donc qui vont s'occuper de la gestion de carrière du joueur. Après, on va avoir tout ce qui va être expert comptable. Tout à l'heure, on parlait de création de société. Donc, qui dit société dit expert comptable. Donc là aussi, il va y avoir une certaine communication, que ce soit les notaires, lors de transactions immobilières, mais pas que lors de transactions, ça peut être lors des régimes matrimoniaux, il faut mettre en place des contrats de mariage ou des montages civils, parce que nous, on va être dans le conseil de la stratégie, mais derrière, pour pouvoir rédiger les actes, etc., il y a certains actes, donc c'est le notaire et personne d'autre. Une clause bénéficiaire d'assurance vie également spécifique, très complexe, avec un mix entre nue propriété et usufruit, quelque chose qu'on ne peut pas faire facilement via un cabinet ou une banque. Alors, sur de montage, peut-être qu'on doit avoir un notaire aussi. Alors ça, non, pour une clause bénéficiaire d'assurance vie en démembrement ou autre, ça, non, le CGP, il peut le faire, ça, le conseiller le CGP peut le faire directement. Oui, ça, bien sûr, le conseiller peut le faire. Mais par exemple, tout ce qui va être régime matrimoniaux, un montage de société bien spécifique, ça peut aussi passer par le notaire, mais par exemple, tout ce qui va être acte de donation, ça va être le notaire, personne d'autre. Donc voilà, l'expert comptable, on l'a dit. J'oublie personne. Ça va être essentiellement ça, ouais. Après, il peut y avoir d'autres, mais après, il y a aussi ceux qui s'occupent de la gestion d'image. Bien sûr. Sinon, Mbappé nous dira en commentaire qui est-ce que tu as oublié. Mais agent de joueur très intéressant, parce qu'on les voit souvent. Il y a des personnes très connues. Je pense à Georges Mendes. Mino Raiola, oui. Ouais, exactement. Georges Mendes qui est l'agent de Cristiano, qu'on voit beaucoup. C'est au PSG aussi. Il y a beaucoup de joueurs du PSG qui sont suivis par Georges Mendes. Ouais. C'est clair. Je sais que ça faisait polémique justement au dernier mercato, parce qu'il y avait quasiment que des joueurs suivis par Mendes qui ont été recrutés par le PSG. Et alors je sais pas pour quelle raison, mais peut-être qu'il y a un partenariat aussi avec Luis Campos. Ouais, le directeur sportif qui était à Porto auparavant, donc il est d'origine portugaise également. Donc après lui, son réseau, à mon avis, il travaille beaucoup avec Mendes, d'où le fait. Ok. C'est les contacts très souvent dans ce milieu, on va pas se mentir, au niveau du football professionnel. C'est ça qui va faire que la personne va choisir tel CGP, tel agent, c'est parce qu'il y a eu des bouches à oreille aussi. Bien sûr. C'est un milieu qui... Alors qu'en fait, le sport en général, et puis si on ressent là, on est un peu plus sur le football, effectivement, c'est un milieu qui fonctionne sur du bouche à oreille, effectivement. C'est l'ami d'un ami d'un ami d'un ami. C'est comme ça que ça fonctionne, effectivement, ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de la famille en tant que premier acteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a entendu déjà beaucoup de scandales, entre guillemets. Je vais reparler encore de lui, mais l'affaire Pogba, il y a eu beaucoup de scandales avec ses frères qui avaient pris, entre guillemets, trop de pouvoir, entre guillemets, dans la gestion de sa carrière et la gestion de ses finances. Enfin, je sais qu'il y avait un scandale à ce niveau-là, avec l'histoire de maraboutage, etc. Et même, tu l'as dit, pour les très jeunes joueurs, moi j'ai déjà vu des reportages où justement les parents mettaient une telle pression sur le gamin et une telle pression sur l'évolution de sa carrière professionnelle que ça en devenait presque invivable pour le jeune joueur. On sait que des fois que la famille peut être bien intentionnée, protectrice, etc. pour aider au développement du joueur, mais il y a aussi des personnes malheureusement moins bien intentionnées. Alors peut-être pas les parents, mais peut-être des membres de la famille un petit peu plus éloignés, type des cousins, des oncles, etc., qui eux veulent justement se servir de cette nouvelle notoriété ou de son nouveau pouvoir financier du jeune joueur pour, entre guillemets, venir prendre leur part du gâteau. Donc ça, à ce niveau-là, toi en tant que CGP, je pense pas que ce soit spécialement ton rôle de prévenir le joueur là-dessus, mais est-ce que le joueur il peut être entouré, je sais pas, de psychologues ou de ce genre de métiers spécialisés pour, entre guillemets, le prévenir de peut-être certaines dépressions. Je sais qu'il y a des joueurs qui tombent parfois dans ce genre de travers. C'est un super point que tu soulèves. Parce que c'est une réalité. Parce que dans le football, il y a beaucoup d'argent, en tout cas pour certains qui ont des carrières qui fonctionnent, donc c'est une réalité. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu aussi entre guillemets, de provenance un petit peu sociale, voilà, qu'il peut y avoir dans le foot, dans tous les sports, mais davantage dans le foot. Et donc forcément, il y a des dérives. Maintenant, nous, en tant que CGP, comment on peut... Alors,
comment on peut accompagner le joueur dans ces situations-là. Bien évidemment, voilà, notre place, elle est très délicate, on est très limité, mais ça va être, par exemple, peut-être aider le joueur à donner intelligemment. Parce qu'à un moment donné, quand tu viens d'un milieu difficile et que tu arrives à réussir, tu as une ascension sociale avec ce sport et que tu réussisses, il faudra donner à un moment donné à la famille. Alors après, est-ce que la famille, c'est les parents, les frères, les sœurs, les cousins, ça devient autre chose, mais il faudra à un moment donné donner. Alors nous, en tant que CGP, notre rôle, ça va être peut-être de aider le joueur à donner intelligemment. Ça peut passer justement par la création de sociétés. Par exemple, je crée une société, je mets mon parent, mon frère, ma soeur peut-être dedans, en tant que salarié ou autre. Ça va être certains montages qu'on va pouvoir préconiser aux joueurs. Après, encore une fois, c'est au cas par cas, mais pour pouvoir aider le joueur. Il y avait une vidéo que j'avais regardée il n'y a pas si longtemps que ça, qui reprend un peu ce que tu disais de Emmanuel Adebayor, qui jouait à Arsenal. Je ne sais pas si à l'occasion vous la regarderez si vous ne l'avez pas vu, où il expliquait qu'à un moment donné, il avait le verre avec les médicaments en fait. Il avait mis les médicaments dedans et qu'il pensait à se suicider. Parce qu'on lui mettait le couteau sous la gorge pour qu'il donne en fait, pour qu'il donne des sous. Donc c'est un réel sujet. Alors du coup, Jason, tu en as parlé plusieurs fois. Tu es donc CGP spécialisé pour les footballeurs professionnels et pour les sportifs de haut niveau en général. Est-ce que tu peux préciser davantage aux personnes qui nous écoutent qu'est-ce que tu fais réellement et comment justement tu peux accompagner cette catégorie de la population? Alors, qu'est-ce que je fais réellement? Alors c'est simple, je travaille sur plusieurs sujets, donc que ce soit l'optimisation fiscale par exemple, tout ce qui va être couverture sociale, on l'a vu tout à l'heure avec tout ce qui va être les assurances blessures, invalidité, etc. La gestion financière, donc tout ce qui va être placement financier, placement immobilier, pour pouvoir se constituer du patrimoine pour l'après-carrière. Tout ce qui va être aussi l'aide administrative, comme on l'a dit tout à l'heure, ça demande beaucoup de charges administrativement et donc je vais accompagner aussi le joueur sur ça, qu'il évolue en France ou bien à l'étranger. Donc voilà, c'est un petit peu ça quoi. Il y a plusieurs domaines dans lesquels j'interviens pour accompagner le joueur dans son développement financier et patrimonial. D'accord. Et donc si des personnes sont intéressées pour collaborer avec Jason, pour travailler avec Jason ou pour être accompagnées par toi, on va afficher les différents réseaux sociaux de Jason, soit à la fois à l'écran et à la fois dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à le contacter en fonction des réseaux sociaux qu'il a, soit en message privé, etc. Et puis toi, tu te feras un plaisir, j'imagine, de revenir vers eux. C'est ça, bien sûr. Après, je communique beaucoup sur Instagram. Okay. Donc J-Malonga CGP, mais je pense que ça on va l'afficher également en même temps. Donc un simple message, puis on échange, on discute, puis on voit comment on peut accompagner ensemble, bien sûr. Parfait. Très simple. Parfait. Ok, nickel. Messieurs, je me permets. Je suis un grand passionné de football. On a parlé de la gestion de patrimoine des footballs, mais il y a quelque chose en ce moment, c'est la Ligue des Champions. Pour vous, qui va gagner les champions? Je commence par toi, Jason. Honneur à l'invité, bien sûr. Je sais pas, mais en tout cas, j'aimerais que ce soit Paris. Ouais, allez, Paris. Ouais, j'aimerais que ce soit Paris, ouais. C'est ma volonté. C'est possible cette année? Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi Ils pas? sont en quart déjà. Ouais, je pense, ouais. Faut que Kylian Mbappé joue déjà. Kylian Mbappé. Il jouera. Ouais. Si tu nous entends, Kylian. Kix. C'est clair. C'est à mon tour? Ouais, bah oui. Moi, je vais dire rêvons plus grand. Donc, on va dire que cette année, c'est la bonne, même si on dit ça tous les ans. C'est vrai que ça fait 10 ans qu'on le dit, hein. Peut-être plus que 10 ans maintenant d'ailleurs. Toi, tu penses que c'est Benfica qui va gagner? Ah non, non, on met pas le couteau sur la plaie. Non, je vois plus classique, je vois bien encore le Real Madrid. Donc, ce serait la 15e. Cette année, ils sont vraiment bons, ils sont réguliers. Ils sont réguliers, City aussi, ils ont cette réussite. Attention à City, ils peuvent faire le doublé. Ils ont un très bon coach, une très bonne équipe en général. Je vois pas le Bayern, très honnêtement, je vois pas le Bayern, mais après ils vont peut-être revenir dans la saison. Mais ouais, je vois bien le Real Madrid. Il y a l'Euro qui se profile aussi au mois de juillet ou juin, au mois de juin. Ouais. En Allemagne d'ailleurs. Vous avez un favori? Je pense qu'il y a 3 favoris qui se dégagent. Je sais pas ce que t'en penses, Jason. Tu penses à qui? On va dire la France. Je vais être un peu chauvin, mais je vais dire le Portugal. Qui ont une bonne équipe en fait. Ouais, très très bonne équipe. Avec un nouveau coach, pour l'instant on est que sur des victoires en fait, tout simplement, depuis qu'il est arrivé. Avec un grand nombre de buts marqués, mais bon, les adversaires n'étaient peut-être pas forcément à la taille. Et également l'Angleterre. On est obligé de les citer par rapport à leur très bonne équipe qu'ils ont, avec des jeunes joueurs à fort potentiel comme Bellingham. Donc on est obligé de les citer parmi les 3 favoris. On voit ces 3 favoris, et puis mine de rien, même si c'est pas ça depuis ces dernières années, il faut pas oublier le pays hôte, l'Allemagne. Même si on va dire que les résultats sont pas au rendez-vous, mais c'est comme c'est le pays organisateur, il faut toujours s'en méfier. Ouais. On conclut là-dessus. D'accord.
Merci d'avoir visionné ce deuxième épisode de Café au verre d'eau. On se dit à très vite pour un prochain épisode, soit avec un nouvel expert, pour un nouvel œil de l'expert, soit directement avec quelqu'un comme par exemple Cassiel qu'on avait dans le premier épisode, pour plutôt David et moi-même qui conseilleront cet invité sur l'optimisation et la gestion de son patrimoine. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas encore à aller suivre Jason sur ses différents réseaux sociaux. David, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Est-ce que tu peux nous rappeler comment participer justement à Café au verre d'eau ? Avec un peu d'entrain et tout, c'est parfait. C'est ça. Si vous, en tant que soit expert d'une thématique particulière qui se rapproche de la gestion de patrimoine, donc ça peut être l'immobilier, la finance, peut-être même les crypto-monnaies, c'est à la mode actuellement, soit vous souhaitez participer, donc soit en tant que de l'expert, soit en tant qu'invité qui seront entre guillemets interviewés et coachés par David et moi, vous avez un formulaire qui est directement disponible en description de la vidéo avec quelques questions à compléter pour que nous derrière on puisse préparer l'interview. Vous pouvez directement le retrouver justement en description, il faudra laisser vos coordonnées, puis nous derrière on reprendra contact avec vous pour fixer une date pour cette future interview. Et n'hésitez pas aussi à nous envoyer un email si besoin, caféouvd@gmail.com. De toute façon, tous les contacts, tous les coordonnées seront disponibles directement dans la description. Donc écoutez, merci pour cette écoute. Merci à toi Jason encore une fois d'avoir participé à cette interview. Merci à vous pour l'invitation. Bah de rien. Merci à vous. Merci à toi d'être venu, d'être déplacé, parce que tu n'étais pas à côté de l'endroit où se situe actuellement. Ça me fait voyager. Exactement. Et puis on se dit à très vite. Allez, très vite. ciao. Ciao, ciao.